Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que comme vous le voyez, je suis filmée. Oui, c'est un petit cadeau, enfin un petit cadeau je m'entends, c'est surtout pour vous remercier des commentaires, tout ça, c'est vachement gentil de me soutenir. Et du coup j'ai dit bah pourquoi pas du coup me filmer. Voilà, c'est pas que ce serait exceptionnel mais on pourrait faire ça de temps en temps, j'avoue que c'est plutôt sympa. Enfin voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Anders Behring Breivik. Donc ça fait un moment que je devais la faire. Le seul problème c'est que j'ai eu des petits retards parce que je prépare aussi une creepypasta et j'ai pas... Je pensais la sortir avant mais malheureusement elle me prend énormément de temps. Du coup j'ai dit que j'allais sortir celle de Anders Breivik maintenant à la place. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Anders Behring Breivik, c'est un terroriste qui a commandité les attentats de Oslo et d'Utøya. Alors ça s'est passé le 22 juillet 2011, d'ailleurs ils ont sorti un film là-dessus, je vous conseille de le regarder si après ma vidéo ça vous intéresse de voir un petit peu dans le détail. Franchement c'est assez sympa, c'est dur à voir parce que c'est vrai ce qui se passe, enfin, c'est ce qui s'est réellement passé. Et dans ce cas-là, donc moi je vous conseille d'aller le voir si vraiment ça vous intéresse. Il est sur Netflix, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, un 22 juillet il s'appelle le film. Et les acteurs sont vraiment bien représentés, représentent absolument, mais parfaitement les vrais quoi, les vraies personnes qui se trouvaient là-bas. Donc de ce qu'on sait de Anders, il est né le 13 février 1979 à Oslo. Et de son enfance, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est que il a été élevé seul par sa mère. Son père, il est parti quand il était très jeune. Il a une sœur aînée, mais on ne sait absolument rien sur elle. Elle fait sa vie de son côté, elle veut vraiment rien savoir de tout ça. Et sa mère avait demandé l'aide des services sociaux parce qu'elle pensait ne pas pouvoir s'occuper seule de son fils. Et au final, elle a découvert que ça allait, donc finalement, elle a réussi à l'éduquer. Mais malgré tout, c'est resté une personne assez solitaire et il était toujours dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo, il ne sortait pas beaucoup, il n'avait pas vraiment d'amis. Après, je dis pas que toutes les personnes qui sont tout le temps sur leur ordinateur ou leur console de jeu ou quoi sont forcément des futurs tueurs en série ou terroristes ou quoi, non. Lui, c'était bien particulier, c'est lui qui s'est mis tout seul ses idées en tête. Et à cause de ça, il a essayé, disons, de faire toute une communauté autour de ça, en allant par exemple sur des forums à parler du parti FN. Voilà, lui il était du FN. Et il a essayé d'exposer ses idées de comment il faudrait éradiquer les personnes qui méritaient d'être éradiquées selon lui, donc les immigrés, tout ça. Lui il avait cette idée là. Malheureusement pour lui ça marche pas comme ça hein. Donc et aussi au niveau des jeux vidéo, il jouait en ligne et il essayait aussi de recruter des gens pour faire ses attentats, mais personne ne le prenait au sérieux. On va dire heureusement. Et donc du coup il s'est lancé tout seul avec cette idée à l'esprit qu'il faisait ça pour une bonne cause. Donc il a commencé par fabriquer une bombe qu'il a mis 10 ans à faire. Pourquoi un temps aussi long? C'est tout simplement parce qu'il voulait attendre le temps qu'il fallait pour ne pas se faire attraper. Comme ça il pouvait acheter tous les matériaux pour faire sa bombe sans forcément être suspecté. D'un côté c'est malin. Donc il a mis 10 ans à la préparer, donc ça faisait déjà un petit moment qu'il préparait son coup. Et il a commencé à faire son attentat, donc un 22 juillet. D'abord, il a visé le Premier ministre d'Oslo. Malheureusement, non même pas, tout s'est passé selon son plan, puisqu'il est venu avec une camionnette devant tous les bureaux du parti travailliste. Et il a fait tout simplement exploser la bombe. Et heureusement, le Premier ministre n'a pas été touché, mais il y a eu au total 8 morts. 8 morts. Lui, pendant ce temps-là, il a fui jusqu'à Utøya.
donc Utoya, où se trouvaient les enfants des personnes du gouvernement du Parti travailliste. Ils étaient là-bas en camp de vacances. Donc il s'est rendu là-haut et tout le long du trajet, il gardait la radio allumée pour entendre à partir de quel moment on parlerait de l'attentat. Donc à ce moment-là, quand à la radio ils ont parlé de l'attentat, lui avait déjà un uniforme de policier et s'est rendu au ferry pour aller sur l'île d'Utoya en disant voilà, je suis policier, je viens assurer la protection et la sécurité des enfants du Parti travailliste, laissez-moi passer. Les gens là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont laissé passer, même si pour eux ça leur semblait assez bizarre qu'il n'y ait qu'un seul policier qui venait, alors que normalement ils sont au moins 2. Mais quand on ne sait pas, on laisse passer. Donc il a pu aller sur l'île d'Utoya et là il a fait une vraie tuerie, un vrai massacre. Au total, il aura tué 77 personnes au total et 151 blessés. Donc c'est énorme. Et quand je vous dis il a tiré dans le tas, il a tiré dans le tas. Il s'est pas arrêté. Mais il s'est fait attraper sur l'île, justement, heureusement. Et à partir de là, il s'est rendu. Pas de souci, il a levé les mains, il a posé les armes. Parce que ça, l'attentat, disons que ce n'était que la face de l'iceberg qu'on voit. Parce qu'il y avait tout autre chose en dessous de ses idées. Lui, ce qu'il voulait, c'est justement se faire attraper. Et quand ça a été le cas, quand il était avec les policiers, il a tout simplement dit « Je veux qu'on me voie comme une personne saine d'esprit. Ne me voyez pas comme un fou, car je sais très bien ce que j'ai fait. Je sais pourquoi je l'ai fait. » Et donc, lors de son procès, il va faire quelque chose qui a choqué énormément de personnes. Il a fait le salut nazi devant toute l'assemblée. Les parents des victimes, tout le monde. Ça a choqué évidemment la population entière, ce qu'on peut comprendre. Et donc il a affirmé vouloir parler au Premier ministre norvégien en disant voilà, ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer que nous sommes toute une communauté et que si vous ne faites pas attention à nos revendications, que vous ne nous écoutez pas, les attentats continueront. Sauf que il savait très bien qu'il était tout seul, mais il pensait que les autres suivraient derrière, toutes les personnes du Front National, mais personne n'a écouté, heureusement. À partir de là, ils ont appelé plusieurs témoins à la barre, dont un qui pourrait retenir notre attention, celle de Viljar Hansson. C'est l'un des survivants du massacre sur l'île d'Utoya, et lui a été extrêmement courageux parce qu'il lui a fait face, et pourtant il s'était pris au total 5 balles, 5 oui, dont une dans la tête. Aujourd'hui encore, il a des bouts de fragments dans le cerveau. S'il y en a un qui bouge d'1 millimètre, Viljar peut mourir. Et pourtant, il est venu, malgré tous ces chocs qu'il a pu avoir, il lui a fait face pour lui prouver que voilà, toi t'as été arrêté, tu vas aller en prison, moi je vais sortir de ce tribunal libre et vivre. Voilà ce qu'il a voulu lui faire comprendre, que malgré ce qu'il avait fait, il y en a qui avaient survécu et qui pourraient rentrer chez eux bien. Et du coup, c'est pour Viljar, je trouve ça vraiment formidable d'avoir eu ce courage, parce qu'il en faut, c'est vrai, il en faut. Et aujourd'hui encore, il va très bien. Il va très bien, on peut même le voir dans le film, toujours si ça vous intéresse de regarder. Il est dans le film, d'ailleurs, c'est un des personnages principaux. Et vraiment, le jeu d'acteur il est ouf. Voilà. Donc Anders Behring Breivik n'a pas écopé d'une prison à perpétuité ou 20 ans de prison, non. Ils ont tout simplement décrété que Anders Behring Breivik resterait en prison tant qu'il représenterait une menace. Bon, moi ça veut dire à vie, forcément. Mais tout au long de son incarcération, il a été mis à l'isolement parce que pour ce qu'il avait fait pour sa propre sécurité vis-à-vis des autres détenus, ce qu'on peut comprendre, même si personnellement ça ne m'aurait pas dérangé qu'il arrive une petite... voilà. Mais bon. Et il s'est beaucoup plaint des circonstances dans lesquelles il vivait dans son incarcération, mais après il a essayé d'être vu plusieurs fois en appel, ça n'a jamais été fait.
Donc au jour d'aujourd'hui, il a 41 ans et il est toujours en prison et il va y rester, je pense. Quant aux survivants du massacre, ben, eux ils ont pu reprendre une vie normale et tant mieux pour eux, c'est vraiment formidable de pouvoir se reconstruire après une telle vécue quoi. Moi personnellement, je sais pas comment je réagirais même des années après, sachant ce que c'est quoi. Il faut imaginer la scène. Il a vraiment tiré sur tout le monde, imaginez les cris, les... Oh. Enfin voilà quoi. Enfin voilà, c'était l'histoire d'Anders Behring Breivik, j'espère qu'elle vous aura plu. Et merci encore pour vos messages de soutien et j'espère que ça continuera à vous plaire. Et bon, on verra par la suite qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Déjà, la creepypasta, ils sont en route. J'en ai une qui va bientôt sortir, en espérant qu'elle vous plaira aussi. Et voilà, et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir, vraiment. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie beaucoup. Faites pas trop de cauchemars.